Bonjour et bienvenue au webinaire de la Société Santé en français. Je m'appelle Jérémy Robert, je suis agent des communications et de mobilisation de connaissances à la Société. Il me fait plaisir d'être votre animateur aujourd'hui. Nous vous proposons notre quatrième webinaire de la programmation automne 2018, webinaires qui sont regroupés sous deux types, donc la série découverte et la série développement professionnel. Tout d'abord, un petit survol de la société et des objectifs poursuivis par nos webinaires. Donc, la Société Santé en français est un mouvement national mobilisateur qui, par la force de ses 16 réseaux provinciaux, territoriaux et régionaux, travaille pour améliorer l'état de santé de l'ensemble des francophones et acadiens-acadiennes vivant en situation minoritaire au Canada, grâce à l'augmentation de l'accès à des services de santé de qualité offerts dans leur langue. Les objectifs poursuivis par les webinaires sont au nombre de 3. Premièrement, offrir un meilleur accès aux nouvelles connaissances. Deuxièmement, faciliter la prise de décision éclairée par les données probantes. Et troisièmement, favoriser les interactions entre producteurs et utilisateurs de connaissances. Aujourd'hui, dans la série Découverte, nous vous proposons le webinaire La recherche en santé et en services sociaux auprès des populations francophones en situation minoritaire, expertise et thèmes de recherche. Webinaire qui sera donné principalement par Marie-Michelle Sauvageau, qui est consultante en recherche et évaluatrice de langue seconde à la Commission de la fonction publique du Canada. Avant de vous présenter nos conférenciers, quelques mots sur le webinaire d'aujourd'hui. Donc, c'est le troisième exercice de ce type réalisé par le Consortium national de formation en santé. Donc, en plus de présenter un survol de la revue de littérature, les objectifs du webinaire sont de fournir un portrait actuel des thèmes de recherche répertoriés portant sur les communautés francophones et acadiennes en situation minoritaire et de partager des pistes de priorité à venir dans différents domaines de recherche. Aujourd'hui, en plus d'être un plaisir de collaborer à nouveau avec la CUFC et le CNFS pour ce webinaire, c'est aussi une chance pour la société et les réseaux de santé en français, avec leurs composantes réseautage et mobilisation de connaissances, d'être en dialogue avec la recherche. Puisque, comme on le dit souvent en mobilisation de connaissances, ce sont les opportunités de croisement des savoirs pratiques, donc des gens du terrain, des savoirs d'expérience, donc des utilisateurs, des communautés, et des savoirs académiques, donc issus de la recherche, qui sont un moyen d'alimenter des recherches axées sur les problématiques vécues sur le terrain. Pour vous introduire nos présentateurs, donc tout d'abord, M. Éric Chevauchery est gestionnaire de la recherche à la CUFC depuis juin 2017. Il gère l'ensemble du financement relatif à la recherche et à la mobilisation de connaissances en santé pour le secrétariat national du Consortium national de formation en santé, mais également pour d'autres projets portant sur la francophonie canadienne. Avant de se joindre à la CUFC, il agissait à titre d'analyste des politiques au Conseil de recherche en sciences humaines du Canada, qui est un organisme subventionnaire de la recherche. Il a également été conseiller politique de plusieurs députés, notamment sur la question des langues officielles, puis recherchiste au bureau du chef de l'opposition officielle de la Chambre des communes, l'honorable Thomas Mulcair. Éric est aussi titulaire d'un doctorat en histoire politique, plus précisément en histoire des pays scandinaves, et d'une maîtrise en administration publique et évaluation de programmes. Il enseigne toujours dans son domaine à l'Université du Québec, en Outaouais. Pour sa part, Marie-Michelle Sauvageau est détentrice d'un baccalauréat et d'une maîtrise en communication publique de l'Université Laval, de même que d'un doctorat en sociologie de l'Université d'Ottawa. Elle s'est principalement intéressée aux questions liées à l'engagement et au militantisme chez les personnes issues de l'immigration. Elle travaille présentement avec la professeure Elke Winter de l'Université d'Ottawa sur le processus d'acquisition de la citoyenneté chez les immigrants et immigrantes de la région de Gatineau, Ottawa. En plus des recherches qu'elle effectue à titre de consultante en recherche, elle est également évaluatrice de langue seconde pour la Commission de la fonction publique du Canada. Avant de leur laisser la parole, j'aimerais vous donner quelques indications sur notre plateforme webinaire. À votre arrivée, vos micros et caméras ont automatiquement été mis en sourdine. Donc, comme vous le voyez, seuls les présentateurs ont le micro et la caméra allumés. Le webinaire se tiendra en deux temps. Donc, on va avoir un 35-40 minutes de présentation suivi de 10-12 minutes de questions-réponses. Pour la période de questions à la fin de la présentation, trois options s'offrent à vous.
Premièrement, ils sont toutes dans la barre de l'application Zoom. Donc, vous avez la fonction chat pour échanger avec nous, la fonction questions-réponses et la fonction lever la main. J'activerai alors votre micro et vous pourrez vous adresser directement à nous. Donc, sans plus attendre, je cède la parole à Éric pour quelques mots et puis à Marie-Michel. Donc, bienvenue et bonne présentation. Oui, est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend bien, Éric. Oui, moi je vous entends plus, mais c'est pas grave, j'ai l'impression d'avoir été coupé. Excusez-moi. Vous m'entendez donc? Oui. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, ok. Donc Éric Chevauchery, je suis gestionnaire de la recherche au CNFS, qui est le Consortium national de formation en santé, et qui est sous l'égide de l'ACUFC, l'Association des collèges et universités de la francophonie canadienne. Alors, je suis d'abord très content de ce partenariat avec la Société Santé en français et de pouvoir finalement mieux diffuser et à tous les réseaux cette revue de littérature qu'on a fait faire il y a plusieurs mois et qui enfin aboutit de façon très concrète. Et c'est toujours un succès pour nous et pour les chercheurs de voir que leurs travaux sont diffusés. Alors, c'est une belle réussite. Alors, merci à la SSF de la rendre encore plus visible. Et évidemment, merci à son auteur, Marie-Michel Sauvageau, qui a beaucoup travaillé sur ce projet pendant longtemps. Et voilà, donc on est tous très heureux que ça aboutisse aujourd'hui. Puis je voulais profiter aussi de cette occasion pour vous dire que ce travail de revue de littérature est pour nous essentiel et on va le continuer. Donc on a déjà prévu dans les prochains mois de reprendre ce travail. Donc, on aura encore l'occasion de se voir sur ces questions qui sont essentielles pour nous. La recherche en santé existe, elle doit être diffusée, elle doit être connue. Et grâce à ce webinaire, j'espère qu'elle le sera encore mieux. Donc, merci et bon webinaire à tous. Merci, Éric. Marie-Michel, la parole est à toi. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup de l'invitation. Donc, merci à Jérémy Roberge, merci à Éric Chevauchery pour l'invitation. C'est très apprécié. Merci à vous tous et toutes qui êtes présents aujourd'hui, qui prenez un peu de temps durant votre heure de lunch pour écouter la présentation et pour échanger, bien sûr, à la fin. Alors, juste pour vous mettre en contexte brièvement, Éric en a parlé un peu, mais effectivement, ce rapport-là est né d'une commande du Consortium national de formation en santé qui a été faite au printemps 2017. Alors, le rapport initial a été remis en mai 2017 et puis une nouvelle version avec des corrections mineures a été finalement publiée en mai 2018. Alors, vous comprendrez que les résultats et les études dont je vais vous parler datent un tout petit peu. Donc, c'est 2014-2016. Donc, c'est pas les données très récentes, même si on peut dire que ça reste quand même récent. Mais c'est quand même très intéressant de s'intéresser à ce sujet-là parce qu'il y a quand même certaines grandes tendances qui demeurent. Alors, j'ai préparé une petite présentation que je vais partager avec vous. Donc, ça ne sera pas tellement long. Alors, voilà. Donc, j'espère que ça fonctionne bien, que vous voyez bien de votre côté. Alors, ça va, merci. Donc, pour ce qui est du mandat initial qui m'avait été demandé, donc, c'était vraiment de mieux connaître les différents travaux publiés dans le domaine de la santé des minorités francophones au Canada dans une période très récente, donc 2014-2016. L'étude a été faite en 2016. C'était aussi de déterminer l'évolution de la recherche dans le domaine, donc vraiment s'intéresser à l'évolution des thèmes, à ce qui changeait, aux préoccupations des chercheurs finalement. Et puis aussi de mieux connaître les différents thèmes ou les différentes thématiques qui risquaient de susciter le plus d'intérêt dans les prochaines années. Alors, de façon plus particulière, oui? Marie-Michel, on me dit qu'on ne voit pas ta présentation. On ne la voit pas. Toi, oui. Tu la vois, mais les autres ne la voient pas? En fait, on voit ton partage d'écran, mais on ne voit pas la présentation. OK.
je vais arrêter, je vais recommencer le partage d'écran. Des fois, juste ça, ça peut fonctionner. Est-ce que ça va? Ça fonctionne pour moi. Éric, aussi. Excellent. Des fois, il faut juste arrêter et recommencer. Donc, voilà. Donc, n'hésitez pas s'il y a d'autres choses. Des fois, c'est peut-être en changeant les diapositives. Donc, je reste à l'affût si jamais il y a un problème. Alors, comme je disais, j'étais rendue à vous parler des objectifs généraux du mandat qui m'avait été confié. Donc, c'était vraiment de mettre à jour les données actuelles, donc en matière de recherche sur la santé et les communautés francophones en situation minoritaire. Et du côté des objectifs spécifiques, alors, réaliser une recension des écrits, donc vraiment voir tout ce qui avait été publié entre 2014 et 2016, partager les différentes découvertes, donc l'activité d'aujourd'hui entre bien dans ce mandat-là, dans cet objectif-là. Et puis, rédiger finalement un rapport d'analyse qui est divisé en deux parties. Donc, il y a d'abord un exercice qui est davantage comparatif. Donc, je vais l'expliquer un peu plus amplement tout à l'heure, mais vraiment comparer finalement les découvertes que j'ai faites de ce qui avait été publié de 2014 à 2016 avec ce que d'autres chercheurs avaient recensé pour une période un peu plus ancienne. Et ensuite de ça, faire une étude approfondie de certains thèmes dominants. Donc, vraiment proposer finalement là, une certaine liste de thèmes dominants et puis vraiment de les creuser un peu plus dans la deuxième partie du rapport. Alors, pour ce qui est de la méthodologie, donc je viens de changer de diapositive. Alors, si tout va bien, normalement, vous la voyez. C'est bon? Merveilleux. Donc, pour ce qui est de la méthodologie, effectivement, j'ai fait d'abord une recherche documentaire à partir de 5 précédentes recensions. Donc, 5 recensions qui avaient fait un peu un travail similaire au mien, donc vraiment qui avaient fait une recherche sur les publications qui portaient sur la santé et les communautés francophones en milieu minoritaire, et puis vraiment d'aller voir c'était quoi les thèmes qui étaient importants à l'époque. Donc, c'était la première étape. Et ensuite de ça, dans un deuxième temps, ce que j'ai fait, c'est une recherche des nouvelles entrées, tout simplement. Une recherche à travers les différentes bases de données pour voir qu'est-ce qui a été publié sur le sujet dans la période 2014 à 2016. Et pour chaque nouvelle entrée que j'avais, donc pour chaque, soit un article, soit un document, un rapport, pour chaque nouvelle entrée que j'avais, je créais une fiche à l'aide du logiciel FileMaker Pro. Donc, chaque document avait sa fiche et dans lequel je regroupais un certain nombre d'informations, notamment le sommaire des résultats de l'article, sur quel lieu géographique portait l'article, etc. Et après ça, je les analysais et à partir de ces fiches-là, j'ai identifié des thèmes importants de la recherche actuelle et plus particulièrement les thèmes les plus importants numériquement, donc qu'est-ce qui ressortait le plus en termes de volume. Aussi les thèmes émergents, donc qu'est-ce qui étaient les nouveaux thèmes qui semblaient importants pour la période 2014-2016, mais qui n'avaient peut-être pas nécessairement été abordés auparavant. Et puis finalement, les thèmes un peu plus négligés. Alors, juste pour vous faire brièvement un état des lieux là, sur la progression du nombre de publications. Alors, ça, c'est des chiffres qui proviennent ici là, des anciennes recensions. Donc, ce n'est pas mes chiffres à moi, mais c'est des chiffres que j'ai compilés. Alors, ce qu'on remarque, c'est que, mis à part la période de 2000 à 2004, ici, là, où il y a une baisse qui est enregistrée, on observe grosso modo une tendance à la hausse progressive du nombre de publications portant sur la santé et les francophones en contexte minoritaire. Particulièrement, là, je dirais, depuis la seconde moitié des années 1990. Alors, vous remarquez peut-être le 59 ici à la fin qui est un peu plus petit, donc il détonne peut-être un peu, mais je tiens à préciser que ce chiffre-là vient d'un rapport là, de Van Kemenade et Forêt et qui... eux, elles avaient une autre façon de classer les documents, c'est-à-dire qu'elles ont répertorié uniquement les publications scientifiques. Alors, tout ce qui provenait de la littérature grise, n'était pas dans le rapport. Donc, il faut juste le préciser, ça peut expliquer la baisse. Et aussi, c'est 2010 à 2014, mais elles ont publié en 2014. Donc, possiblement qu'il y a d'autres
rapports, d'autres articles qui ont pu être publiés à la fin 2014 qui n'ont pas été pris en compte parce que leur rapport a été fait en 2014. Donc, ça explique peut-être la petite baisse qu'on voit ici. Mais dans l'ensemble, on peut remarquer que le nombre de publications a tendance finalement à progresser. Alors, un graphique ici qui vous démontre un peu l'évolution du nombre de publications. Alors, cette fois-ci, j'ai ajouté 2014-2016. Donc, ça, c'est mes chiffres à moi. Et j'ai remis encore une fois en perspective là, avec les autres recensions. Alors, cette fois-ci, c'est sur une période de 3 ans, mais on constate encore une fois là, la montée là, de la littérature consacrée à la santé et aux communautés francophones en situation minoritaire depuis la montée qui commence vraiment depuis les années 1990. Alors, il y a 2 creux. Hein? Malheureusement, la première chose qui nous saute aux yeux, c'est souvent les creux. Donc, 2002-2004 et puis 2008-2010. Encore une fois, là, il peut y avoir une différence là, notamment pour 2008-2010 au point de vue méthodologique. Donc, le fait que la littérature non scientifique n'est pas été prises en compte dans le cadre de ce rapport-là peut expliquer là, le petit creux. Du reste, par exemple, là, encore une fois, là, on observe vraiment là, une progression et surtout, j'attire votre attention sur 2014-2016, on atteint quand même 83 publications. C'est un chiffre qui n'avait pas encore été atteint là, auparavant, donc c'est quand même particulièrement notable. Alors, comme je viens de le dire, la production littéraire 2014-2016, une période très florissante, 83 documents recensés. Là-dessus, on compte 57 articles, oui, tirés de revues scientifiques, 12 rapports, 5 chapitres de livres, 4 thèses de maîtrise, une thèse de doctorat, un mémoire de maîtrise, ainsi que 3 textes tirés de communication scientifique. Donc, des gens qui avaient présenté dans le cadre de colloques scientifiques leurs résultats ou leurs réflexions et qui avaient publié d'une façon ou d'une autre le texte de leur communication et que j'ai pu retracer. Et d'un point de vue linguistique, il y a 73 publications en français et puis 10 en anglais. Alors, ce qui est intéressant aussi de regarder sur toute cette florissante littérature, voilà, c'est sur quel lieu géographique portait plus spécifiquement la documentation retrouvée. Alors, ce qu'on remarque là, c'est un tableau qui prend 2 diapositives, donc c'est que la première partie, on va aller voir la deuxième dans quelques instants. On remarque une prédominance là, effectivement, des textes traitant particulièrement de l'Ontario. Alors, avec un total là, ici, là, si on calcule les 3 premiers les trois premières cases, on arrive avec 30 textes attribués uniquement à la province de l'Ontario. Ça correspond à 36% du corpus. Ensuite de ça, suit la région du Nouveau-Brunswick et de l'Acadie avec 13 textes. C'est 16% du corpus. Et là, je ne compte pas là, le texte ici qui compare le Nouveau-Brunswick et Ontario. Donc, juste avec 13, c'est quand même assez important. Et puis, on note également là, le chiffre 27 ici là, qui est associé à des textes qui portaient sur le Canada français hors Québec en général. Donc, des textes qui portaient sur, bien sûr, la santé des communautés francophones en situation minoritaire, mais sans qu'un lieu géographique spécifique là, soit mentionné ou soit analysé. Alors ça, c'est le tiers du corpus, donc 33% quand même. Le reste du corpus, donc soit environ 10%, là, il porte sur les autres provinces et territoires. Très, très, très légère dominance du Manitoba, là, avec trois textes qui lui sont exclusivement consacrés, sans compter l'étude qui compare là, Manitoba et île du Prince-Édouard. Donc, ces données vont un peu dans le même sens que celles observées par Forgue et ses collaborateurs, qui, eux, avaient fait une étude similaire. Eux, ils avaient couvert une très grande période. Là, ils avaient fait la recension des années avant 1990 jusqu'à 2009. Mais ces auteurs aussi avaient remarqué que la littérature était dominée par l'étude du contexte ontarien à 42%.
Suivi du Canada francophone hors Québec, en général, 23 %. Donc, moi, c'est un petit peu plus important. Là, on est à 33 %. Eux, c'était 23 %. Et finalement, Nouveau-Brunswick, 19 %. Donc, on est à peu près dans les mêmes chiffres là, au point de vue de la localisation géographique, si vous voulez, des études. Et j'attire aussi votre attention dans ce tableau-là là, au nombre total d'auteurs ayant consacré au moins une publication à la question. Donc, c'est 194 auteurs différents. Donc, quand je dis auteurs, là, ça peut être des individus, mais aussi des organismes, des organisations qui ont publié sur la question. Donc, on n'est pas loin du 200. C'est quand même notable. Là. Ça démontre, selon moi, une certaine vivacité. Alors là, je dis vraiment des auteurs différents. Donc, il peut avoir le même auteur peut avoir travaillé sur plus d'une région géographique. C'est pour ça que le total ne correspond peut-être pas, mais en termes d'auteurs différents, on est à 194. Alors, si on aborde maintenant les principaux thèmes de la recherche pour 2014-2016, donc vraiment les découvertes que moi j'ai faites, d'un point de vue d'abord quantitatif. Alors, je veux juste apporter quelques précisions sur la question des thèmes, sur la façon dont j'ai classé les thèmes, la façon dont je les ai énoncés. C'est vraiment une classification qui se veut sociologique. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que vous allez voir que ce n'est pas des thèmes qui sont nécessairement médicaux, un peu comme ce que proposeraient les IRSC ou une vision un peu plus médicale du sujet. Donc, il y a certains thèmes qui sont associés effectivement à des problèmes de santé particuliers, mais en général, c'est vraiment l'idée d'aborder la question de la santé et des communautés francophones en situation minoritaire comme des phénomènes sociaux. Alors, par exemple, j'ai pas une catégorie sur l'arthrite ou une catégorie sur le cancer et tout ça. Donc, on n'est pas dans une logique médicale, quoique ça en fait nécessairement partie, mais vraiment dans une logique sociale. Autre précision sur la façon dont j'ai classé les thèmes, c'est que plusieurs thèmes pouvaient être associés au même article. Donc, c'est pas un article, un thème, mais si plusieurs thèmes principaux étaient abordés dans un même article, ben je le prenais en considération. Et puis, au total, il y a 21 thèmes qui ont émergé des 83 documents que j'ai recensés. Alors, je vais vous parler, je ne vous énoncerai pas les 21 thèmes, ils sont dans le rapport. Je vais quand même vous en mentionner 10. Donc, je vais vous mentionner les 10 thèmes qui se sont le plus démarqués quant au nombre de publications qui étaient associées pour le thème. Alors, le premier thème, celui qui est le plus dominant, avec 32, c'est celui qui portait sur l'offre de services destinés aux francophones en milieu minoritaire. Donc, vous voyez que c'est vraiment très, très volumineux, puisque le second, on tombe déjà à 15 documents. Et c'est un document qui porte encore une fois sur un sujet qui est apparenté. Cette fois-ci, c'est vraiment sur les inégalités. Donc, c'est deux thèmes différents pour ma classification. Donc, ici, il est vraiment question d'inégalité, alors que dans le premier cas, c'est plus une analyse de qu'est-ce qui est offert en termes de services. Ensuite de ça, 13 documents portaient sur les enjeux et les défis liés à la pratique professionnelle, donc les défis liés pour les professionnels de la santé qui pratiquent en milieu francophone minoritaire. 12 documents portaient sur la formation de ces professionnels, donc la formation spécifique associée aux défis, aux enjeux, encore une fois, d'offrir des soins de santé ou de pratiquer toute forme de soins de santé en contexte francophone minoritaire. 13 documents portaient spécifiquement sur les personnes âgées, 12 documents sur les femmes. Ensuite de ça, 10 documents portaient sur la santé mentale, 8 sur la santé et le fait de vivre en milieu rural ou en milieu isolé, donc les défis spécifiques que ça apporte sur la santé quand on est membre d'une communauté francophone en situation minoritaire et qu'en plus on vit soit en milieu rural ou en milieu isolé. 7 documents portaient sur la violence conjugale et 7 documents aussi sur les phénomènes de pauvreté et d'isolement social. Donc, c'est les 10 thèmes qui rassemblaient finalement le plus de documents.
Alors, qu'est-ce qu'on peut remarquer sur l'évolution et le traitement des thèmes depuis les années 90? Donc, si je fais un parallèle entre les thèmes que j'ai, moi, remarqués, que j'ai analysés, les chiffres que j'ai compilés et ce qui avait été présent là, ou ce qui avait été noté dans les autres recensions qui avaient fait des exercices similaires aux miens, mais pour des périodes antécédentes. Alors, grosso modo, augmentation générale, on l'avait vu déjà tout à l'heure, donc du volume de publication. Du côté des thèmes qui ont été un petit peu moins abordés pour 2014-2016, c'est peut-être moi qui les ai pas trouvés, hein? On n'est pas infaillible, mais dans toute la recherche que j'ai tenté de faire la plus exhaustive possible, j'ai trouvé peu de textes qui portaient sur l'évaluation des programmes et des organismes, disons un nombre un peu moins élevé que ce qui avait été observé auparavant. Et j'ai aussi, par contre, vu l'apparition de nouveaux thèmes, donc des choses qui étaient pas nécessairement dans les autres recensions, qui sont apparus finalement pour la période 2014-2016. Donc, par exemple, les soins à domicile, la santé sexuelle, la petite enfance, toute la question des proches aidants, des services périnataux et puis l'étude des groupes de réflexion sur la question de la santé en contexte linguistique minoritaire. Alors, je veux quand même juste préciser que cet exercice comparatif demeure un exercice délicat hein, parce que je n'irais pas jusqu'à dire qu'on compare des pommes avec des oranges, mais c'est quand même d'autres chercheurs qui ont fait d'autres études avec d'autres priorités en tête. Donc, forcément, à la fin, on n'arrive pas nécessairement avec les mêmes thèmes. On a des sensibilités, oui, différentes en tant que chercheur. Donc, forcément, j'ai tenté de faire du mieux que j'ai pu, de regrouper et de créer des thèmes qui avaient déjà été notés auparavant, mais ça reste, comme je vous dis, un exercice qui est délicat, donc il faut prendre ça un petit peu avec un grain de sel. Il faut être prudent, disons, dans la comparaison qu'on peut faire, mais encore une fois, il y a des grandes tendances qui se dégagent, alors ça demeure quand même un exercice intéressant en soi. Alors, on va maintenant passer au côté plus qualitatif, finalement, de l'étude. Donc, encore une fois, en se concentrant sur la littérature très, très récente, donc 2014-2016. Alors, dans mon mandat, on m'avait demandé d'identifier des thématiques prioritaires. Donc, vraiment, de creuser les thèmes que j'avais identifiés, de vraiment les décortiquer, les analyser, puis d'essayer de trouver, bien, qu'est-ce qui semblait prioritaire pour la communauté scientifique, pour les chercheurs dans cette période-là? Donc, c'est vraiment un exercice d'analyse des principaux thèmes qui implique parfois de regrouper certains de ces thèmes-là, qui insistent effectivement sur l'importance numérique. Donc, qu'est-ce mais aussi finalement, là, tu sais, et dont on parlait peut-être. Oui, effectuée sur un thème similaire. Oui. Marie-Michel, il semble y avoir des petits enjeux de connexion. Je te laisse poursuivre, mais on a manqué je dirais, tes 30 dernières secondes. D'accord. Si je me replace dans le passé il y a 30 secondes, j'expliquais tout simplement que j'avais identifié des thématiques prioritaires. Je m'excuse si je me répète. Donc, des thématiques prioritaires. Donc, c'est un exercice d'analyse des principaux thèmes. Donc, vous vous souvenez des 21 thèmes que j'avais tout à l'heure. Donc, ce que j'ai cherché à faire, c'était vraiment parfois d'associer des thèmes apparentés pour distinguer des grandes tendances dans la production scientifique. Et puis, vraiment, aller voir d'un point de vue numérique, d'un point de vue du volume de la production, qu'est-ce qui était le plus populaire, hein? Et aussi d'essayer de voir qu'est-ce qui était émergent. Donc, quels étaient les thèmes qui tout à coup prenaient de l'ampleur et qui n'avaient pas été nécessairement remarqués ou qui n'avaient pas nécessairement été notés par les autres recensions.
Donc, il y avait 4 thèmes prioritaires: planification des services de santé en milieu francophone minoritaire, les enjeux rencontrés par les professionnels de la santé, vieillissement et personnes âgées, problématiques de santé mentale. Et il y a 2 autres enjeux aussi qui m'apparaissaient importants, là, santé des femmes et la formation des professionnels. Alors, on va commencer tout de suite avec le premier, donc la planification des soins de santé. Alors, 43 documents recensés, là, c'est quand même pour la seule période 2014-2016, donc c'est quand même assez important. Donc, ça regroupe les thèmes de l'offre active qu'on parlait tout à l'heure, d'inégalités en matière d'accès, puis de la question de l'évaluation des programmes, des organisations et des instituts. Donc, j'avais quelques exemples, mais étant donné le temps qui file, je vais peut-être réserver ça pour s'il y a des questions là-dessus, là, sur quel type d'études spécifiquement a été faite là-dessus. Mais je vais vraiment juste vous expliquer en quoi ça consiste. Donc, quand on parle de planification des soins de santé, on parle d'études qui vont s'attarder, par exemple, à établir les besoins spécifiques des communautés en termes de soins de santé. C'est aussi des études qui vont dresser des portraits de certaines populations particulières afin justement de mieux planifier l'offre de services de soins de santé à leur endroit. Des études qui vont parler aussi de l'évaluation du système de santé, donc par exemple la perception des usagers face au système de santé. Des études qui vont porter aussi sur l'opinion des professionnels de la santé. Des études qui vont tenter de mesurer l'efficacité de certains outils visant une meilleure planification des soins de santé. Alors, comme vous pouvez le voir, il y a plusieurs angles finalement qui sont abordés là, sous cette grande thématique-là. Donc, on va s'intéresser tant du point de vue de la production scientifique, on s'intéresse tant au point de vue des usagers qu'au point de vue des membres du personnel là, qui offrent des soins en santé, que celle des gestionnaires aussi de soins de santé. On va aussi se préoccuper de l'évaluation des organismes qui dispensent des soins de santé. Et puis, on va présenter des analyses plus globales, oui, sur les besoins socio-sanitaires en matière de services de soins de santé. C'est pas un thème qui est nouveau. Alors, c'est un thème qu'on voyait déjà dans les anciennes recensions. Il se distingue parce que c'est vraiment dans une ampleur là, assez importante. Donc, c'est vraiment une thématique qui m'apparaît très, très dynamique, du moins pour 2014-2016. Et c'est une thématique qui est nourrie de différentes perspectives, ce qui en soi la rend encore plus dominante, selon moi. Alors, au point de vue de la deuxième thématique, donc les enjeux rencontrés par les professionnels de la santé. Donc, c'est vraiment des études qui vont s'intéresser au vécu des professionnels de la santé, que ce soit du point de vue des obstacles qu'ils doivent affronter dans leur profession ou tout simplement les particularités du fait de faire leur métier dans des contextes linguistiques minoritaires. Donc, c'est associé à 13 documents, 16% du corpus. Alors, on va parler dans cette thématique-là là, d'études qui vont se consacrer sur l'enjeu de pratiquer en milieu francophone minoritaire de façon globale. Des études aussi qui vont parler du manque de préparation adéquate des professionnels de la santé, hein, parfois qui sont lancés dans des milieux sans recevoir une préparation suffisante. Les barrières rencontrées par les professionnels de la santé en milieu francophone minoritaire, les possibles difficultés de collaboration avec certains gestionnaires de soins de santé, la prestation de services à des populations aux besoins diversifiés. Donc, on parle effectivement de donner des services de soins de santé, oui, à des populations francophones en milieu minoritaire, mais qui peuvent avoir en plus d'autres besoins, que ce soit des minorités ethnoculturelles, par exemple, ou des gens qui vivent avec des problématiques de santé mentale. Donc, vraiment des besoins diversifiés, en plus du fait d'être en milieu là, linguistique minoritaire. Les difficultés liées à l'embauche aussi là, de personnel qualifié et francophone ou francophile. Et puis, les solutions aussi proposées par les professionnels de la santé. Donc, tout ça, c'est une série c'est le genre d'études, finalement, qu'on retrouve sous cette thématique-là.
Alors, j'ajouterais que la plupart des études portant sur ce thème reconnaissent d'emblée l'importance du personnel de la santé et des services sociaux dans la question des soins de santé offerts aux populations francophones en milieu minoritaire. Donc, on va s'intéresser aux enjeux, aux difficultés et aux barrières qui sont associées à leur pratique et qui vont nécessairement influencer le rapport que ces professionnels vont entretenir face à la prestation de services en français en milieu minoritaire. Alors, c'était une idée qui était encore une fois déjà présente dans les recensions antérieures. La différence notable, c'est que de ce que je comprenais des autres recensions, c'est que à l'époque, on parlait surtout de sensibilisation. Donc, les articles scientifiques disaient, bien, c'est important de sensibiliser les professionnels de la santé au fait que le fait de pratiquer en milieu francophone minoritaire, c'est différent. Ça apporte des enjeux différents. Donc, on parlait de sensibilisation. Ici, j'ai l'impression qu'on va plus loin. Donc, je ne dis pas que la sensibilisation est plus importante, bien au-delà de ça, mais simplement que là, on va creuser plus loin. Là. Donc, on va vraiment aller voir, c'est ça, l'opinion des professionnels. On va aller voir les difficultés de collaboration avec les gestionnaires, l'embauche du personnel. Donc, on va aller vraiment gratter un peu plus, là, mais toujours dans cette perspective-là. Thématique 3, alors le vieillissement et personnes âgées. Donc, on le dit constamment dans les médias, on est devant, des démographes aussi nous le disent, on est dans une société de plus en plus vieillissante. Donc, la littérature portant sur la santé et les communautés francophones en milieu minoritaire semble suivre cette tendance démographique-là. Donc, 13 documents analysés, 16% du corpus. Donc, dans la très grande majorité de ces textes-là, l'âge et la langue en contexte minoritaire vont être présentés comme deux déterminants de la santé et le fait qu'ils soient combinés l'un avec l'autre va contribuer à fragiliser encore plus la population. Donc, ce qu'on dit finalement, c'est que les personnes âgées sont déjà une portion peut-être un peu plus fragilisée de la population canadienne. Si en plus, ces gens-là sont en situation linguistique minoritaire, bien, ça peut contribuer ultimement là, à les rendre encore plus fragilisés. Alors, le type d'études qu'on va retrouver notamment, bien, on va parler par exemple du français dans les résidences pour personnes âgées où la langue dominante est l'anglais. Donc, les défis que ça peut poser. Il va y avoir aussi des études qui vont s'intéresser à trianguler le phénomène de l'âge et de la langue minoritaire avec d'autres facteurs de vulnérabilité, donc que ce soit par exemple les problèmes de santé mentale, par exemple. Et aussi, il va y avoir des questions, des études plutôt qui vont s'intéresser aux proches aidants. Alors, ceux qui viennent vraiment en aide aux personnes âgées. Alors, dans l'ensemble, on observe une nette progression là, de la littérature à ce sujet entre 2014 et 2016, encore une fois, comparativement à ce qui avait été analysé antérieurement. Alors, pour ce qui est la quatrième thématique, c'est la santé mentale. Donc, 11 textes qui abordent la question de la santé mentale en rapport avec les communautés francophones en situation minoritaire, donc 13% du corpus. Alors, le type d'études qu'on retrouve, tout ce qui est la question de l'accès à des services en santé mentale en milieu francophone minoritaire. Donc, il y a des études qui vont vraiment s'intéresser aux questions d'accès tout simplement à des services. Il y a aussi des analyses socio-historiques, donc qui vont porter sur la prestation, qui vont faire une analyse historique finalement de la prestation du soin de santé en matière de santé mentale là, dans le passé finalement. On fait une analyse historique et même chose sur les politiques publiques sur la santé mentale. Et encore une fois, la question des proches aidants qui est étroitement liée là, aux problématiques de santé mentale. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est que c'est vraiment une thématique relativement nouvelle si on compare avec les autres recensions, mais qui semble devenue prioritaire. Donc, il y a vraiment quelque chose qui se passe au point de vue de la santé mentale. Vous allez voir, ces 11 textes, les deux autres thématiques que je vais vous présenter ont un petit peu plus d'articles au point de vue numérique, donc au point de vue du volume, il y en a un petit peu plus. Mais ce qui est intéressant ici, c'est la nouveauté et l'engouement
l'engouement que ça suscite, parce que c'est quand même 13% du corpus. Et puis, j'ai fait une petite recherche rapide, là, pas aussi exhaustive, mais je suis quand même allée voir ce qui avait été fait là, sur le thème santé et communauté francophone en situation minoritaire pour 2017-2018. Et ça continue, là, vraiment, là, tout ce qui est les questions de santé mentale, là, il y a vraiment une effervescence autour de ça. Donc, ça prouve finalement là, que c'est vraiment une thématique dominante. Alors, autre thématique importante, la question des femmes. Alors, 13 documents analysés, donc 16% du corpus, donc c'est un petit peu plus là, que santé mentale. Ce qui est important de préciser, c'est que là-dessus, il y a 7 études qui abordaient la question plus spécifique de la violence conjugale. Donc, on était plus du côté là, des analyses en services sociaux. Donc, c'est encore une fois une thématique récurrente si on compare avec les autres recensions. Donc, la question de la santé des femmes était déjà présente dans les autres recensions, mais cette fois-ci, le thème semble plus particulièrement associé aux questions de précarité sociale et de violence dans les années 2014-2016, alors qu'il était associé peut-être à d'autres thématiques auparavant. Alors, ce que j'ajouterais aussi pour cette thématique-là, c'est que dans la plupart des études recensées, les auteurs établissent souvent une relation triangulaire entre le fait d'être une femme, le fait d'être issue d'une minorité linguistique et le fait d'être affecté par une autre variable qui peut contribuer à un état de précarité sociale et physique plus grande, comme la pauvreté, par exemple. Donc, on va trianguler pauvreté, genre et minorité linguistique, ou la vulnérabilité sociale, ou l'appartenance à une minorité ethnoculturelle. Donc, c'est un peu le genre d'études qu'on va retrouver autour de la question des femmes. Et finalement, l'autre thématique importante, c'est celle de la formation des professionnels. Donc, on parle de 12 textes, 14% du corpus. Donc, il y a des textes qui visent à démontrer les problèmes engendrés par une formation inadéquate des futurs professionnels de la santé quant aux réalités des minorités linguistiques. Donc, c'est un thème qui avait déjà été souligné par le passé. Donc, ça continue finalement en 2014-2016. Il y a d'autres idées qui surgissent toutefois, notamment l'analyse des différents programmes de formation, de stages et d'ateliers déjà offerts par les établissements d'enseignement. Donc là, on va vraiment analyser ces programmes-là, ces stages-là, est-ce qu'ils sont efficaces, est-ce qu'ils permettent vraiment de préparer les futurs professionnels de la santé à la réalité du terrain. Donc, c'est un autre type d'analyse ou d'études qu'on veut retrouver sous cette thématique-là. Alors, discussion et conclusion maintenant. Alors, il y a des grandes thématiques qui sont vraiment ressorties de mon analyse qui correspondent à des priorités qui avaient été déjà identifiées soit par les gouvernements ou par les organisations comme le CNFS. Donc, je pense notamment à la santé mentale, donc qui est vraiment une priorité là, du ministère de la Santé fédéral. Donc, c'est vraiment une thématique. Donc, là, on sent que la littérature, ou du moins les auteurs, les chercheurs suivent un peu là, les grandes priorités nationales. La question aussi de la formation des professionnels de la santé, c'est l'une des priorités actuelles identifiées par le CNFS. Donc, il y a vraiment, on est assez en adéquation finalement là, pour ces grandes thématiques-là. J'attire aussi votre attention sur 2 sujets émergents. Donc, c'est pas des sujets qui ont nécessairement recueilli un nombre faramineux de publications, mais on sent qu'il y a un intérêt soutenu. Probablement que c'est des thèmes qui vont être intéressants à suivre dans les prochaines années. Donc, toute la question des soins à domicile, qui est assez apparentée finalement avec la question du vieillissement et des personnes âgées. Donc, tout ce questionnement-là sur qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour permettre à des personnes âgées en milieu linguistique minoritaire de demeurer à la maison finalement. Donc, ces questions-là, et c'est encore une fois associé à l'autre sujet émergent aussi, qui est l'idée des proches aidants. Donc, j'ai l'impression que c'est quand même des sujets
porteur pour l'avenir. Pas encore énormément d'études 2014-2016, mais on sent qu'il y a un intérêt de la communauté scientifique quand même. Donc, ça va être à suivre dans le futur, finalement. Alors, les défis, donc d'abord, malgré que ce soit quand même des priorités nationales, il y a encore peu d'études, du moins encore une fois, pour la période 2014-2016 portant sur la jeunesse et la petite enfance. J'ai toutefois vu là, dans ma petite recherche que j'ai faite, là, non exhaustive et très, très brève sur 2017-2018, j'ai quand même vu des choses qui touchaient un peu plus la jeunesse. Là, entre autres, il y avait un numéro spécial. Là, donc, en tout cas, bref, on pourra en reparler, mais il y a quand même un petit peu plus d'effervescence, mais ça manquait un peu. Et puis, l'autre défi, je dirais qu'il y a beaucoup d'études qui sont, que j'ai recensées, qui sont peut-être de nature un peu plus exploratoire, qui vont faire des études de cas, donc qui vont vraiment se centrer sur des lieux géographiques ou des contextes très, très particuliers, ce qui est, pour moi, qui est sociologue, qui est fantastique. Je trouve qu'on peut ressortir beaucoup de choses là. Assez que pour les décideurs instables. Je ne sais pas si vous me perdez. Est-ce que ça va? On a perdu tes 3-4 dernières phrases, Marie-Michel. Petit indicateur. Donc, ce que je disais, ah oui, en plus, c'était important parce que ce que je disais, j'insistais simplement sur l'importance des défis. Donc, je disais qu'il y avait peu d'études sur la jeunesse et la petite enfance. Et ensuite, ce que je disais, c'est que qu'il y avait beaucoup d'études que j'avais recensées qui étaient de nature plus exploratoire et qui se concentraient sur des contextes géographiques particuliers. Et ce que je disais, c'est que moi, en tant que sociologue, je trouve ces études-là extrêmement pertinentes et je pense que ça apporte beaucoup au savoir collectif. Malheureusement, les bailleurs de fonds, les gouvernements, souvent, ce qu'ils sont à la recherche, c'est de grandes statistiques, de grandes études qui portent sur des grands ensembles. Alors, ça pose un défi parce que il n'y a pas encore de grandes études qui ont vraiment permis de démontrer clairement, quand je dis clairement, c'est d'un point de vue quantitatif et à large échelle, à l'instance de la langue comme un déterminant direct de la santé. Donc, c'est pas tant une critique scientifique, mais plutôt une critique liée finalement là, aux réalités financières, là, disons-le comme ça. Mais quand même, je voulais terminer sur une note très positive parce que ce qui m'intéressait aussi, c'est que j'ai l'impression que c'est un sujet qui va de plus en plus susciter l'intérêt auprès de la relève en matière de recherche. Et pourquoi j'avance ça? Ben, c'est notamment étant donné les thèses de maîtrise, de doctorat et le mémoire de maîtrise que j'ai recensé. Et je me souviens qu'à l'époque, j'avais aussi trouvé une autre thèse de doctorat, mais qui avait été publiée au tout début de 2017. Donc, comme je l'avais dit, j'ai fait la recension en mars 2017. Donc, je l'avais pas pris en compte. Je m'étais vraiment arrêtée à 2016, mais il y avait déjà une autre thèse qui s'en venait. Et ce qui est super intéressant, c'est que les angles d'analyse sont très diversifiés et les domaines d'études aussi. Alors, on est toujours dans la question de la santé et les communautés francophones en situation minoritaire, mais les domaines, c'est sciences infirmières, santé des populations, études féministes, sociologie, sciences administratives. Donc, je voulais terminer avec cette note positive. J'ai l'impression que c'est quand même de bon augure, là, qu'il y a quand même une diversité d'intérêts là, autour de ce sujet-là. Alors, c'est ce qui termine ma présentation à 40 minutes pile. Excellent. Ben, merci beaucoup, Marie-Michel. C'est un excellent travail, très exhaustif. C'est certainement très utile pour les gens du terrain. Ça nous laisse environ une dizaine de minutes de questions-réponses pour ceux qui se sont joints à nous en cours de route. 3 options s'offrent à vous dans la petite barre de l'application Zoom, donc la boîte de conversation, la fonction chat et excusez-moi, oui, la petite main. À ce moment-là, je vous bascule de notre côté et vous pouvez vous adresser directement au présentateur. Je vous laisse formuler les questions. On en a déjà une d'un collègue de l'Université d'Ottawa, CNFS Ottawa, si ma mémoire est bonne, M. Bernard Pinet, donc qui nous demande, lors de l'extraction des données, est-ce que les bailleurs de fonds soutenant les études ont été retenus?
Si oui, est-ce possible d'avoir un aperçu des bailleurs de fonds? S'agit-il principalement du CNFS ou de la SSF et l'ensemble des réseaux? Donc, vous voulez dire si j'ai tenu compte des rapports publiés par ces organisations-là? C'est un peu ça? Oui, si vous le voyez un Oui, peu à oui, l'envers. oui. Oui, j'ai pas les chiffres exacts, mais oui, effectivement, j'ai tenu compte de ce qui avait été publié partout finalement. Donc, la littérature, ce qu'on appelle la littérature grise, là, donc pas juste ce qui avait été publié au point de vue scientifique, là, a été prise en compte. Je me souviens pas si j'ai les statistiques, je pourrais vous les fournir avec plaisir là, par courriel. Je les ai pas en tête, mais oui, effectivement, tout ça a été pris en compte. Mais c'est quand même pas majoritaire là, dans la recension. OK. Puis on a notre collègue Éric. Peut-être avant de mentionner la réponse qu'Éric a fournie dans la boîte de Oui, questions-réponses, on pourrait arrêter le partage d'écran. Ça va nous permettre oui, bien sûr, de nous voir. excusez-moi. Il n'y a pas de problème. Donc, Éric nous mentionnait, donc non, le financement des recherches ou des chercheurs n'a pas été analysé, mais il serait relativement facile de le faire. Ces données seraient importantes à collecter lors d'une prochaine revue de littérature. Merci, Éric, pour la réponse. Et puis, Éric, tu peux revenir parmi nous si tu le souhaites. Oui. Oui, est-ce que tu voulais compléter? Oui, juste pour dire, parce que c'est un sujet là, évidemment qui m'intéresse beaucoup, c'est de savoir derrière ces études, quels sont les bailleurs de fonds, qui a financé ces études. Mm-hmm. On pourrait les faire, moi je peux croiser avec les études qui ont été financées par exemple par le secrétariat national ou les chercheurs qui sont soutenus par le secrétariat national ou par les CNFS Ottawa, Moncton ou autres. Je pense que peut-être certaines études ont été financées au travers des réseaux de SSF ou parfois par les IRC ou le CRSH. Ces données sont accessibles sur les différents sites, donc il faudrait faire un petit travail de croiser en fait les. Bon, bien qu'on ne sache pas systématiquement si l'article publié a un unique financeur ou bailleur de fonds, parfois il peut en avoir 2 ou 3, parfois ça peut être le résultat de plusieurs années de financement. Mais définitivement, lors d'une prochaine revue de littérature, je pense que c'est un élément qui serait très intéressant en fait de savoir qui finance la recherche principalement. Bon, on le devine là, c'est un peu les gens autour de la table ici, mais c'est définitivement une question sur laquelle on va se pencher. Oui, absolument. Puis j'ajouterais aussi qu'il y a beaucoup d'études qui combinent des collaborateurs. Donc, effectivement, parfois, un collaborateur a été financé pour une dimension de son projet et là, il s'associe avec un autre. Donc là, ou plusieurs collaborateurs. Donc, effectivement, déterminer à quel point la recherche publiée a été financée, ça peut s'avérer un peu complexe, mais je vois bien, là, je comprends mieux maintenant la question, vous voulez en venir. D'accord. On a 2 questions dans notre boîte de conversation. Donc, la première, y a-t-il une compilation des études par thème disponible? Je vais répondre rapidement à ceci. Effectivement, dans la préparation du webinaire, on a travaillé en collaboration avec Marie-Michel et Éric pour justement voir un peu ce qu'il y a en arrière de l'étude et puis rendre les références bibliographiques disponibles. Donc, effectivement, là, par thème, puis on pourra voir parmi les articles répertoriés, ceux et celles qui sont en consultation libre là, aussi sur le web. Donc, à venir, c'est un peu une primeur. Là. On va finaliser ces travaux-là, puis on souhaite rendre ça disponible aux participants ou en ligne. Et la deuxième question, c'est les 2 questions sont de notre collègue de la Saskatchewan, Frédéric Baudemont, qui est directrice générale du réseau là-bas. Donc, la deuxième question, c'est, on constate qu'il y a très peu d'études traitant des provinces de l'Ouest et des territoires. Est-ce que les chercheurs sont sensibilisés à ce manque? Je suis tout à fait d'accord, effectivement. Est-ce que les chercheurs sont sensibilisés à ce manque?
il faudrait faire ce qui serait très intéressant, là, qui serait dans la continuité de ce travail-là, c'est vraiment de faire des entrevues justement qualitatives avec les chercheurs qui ont déjà publié sur ces questions-là. Et c'est effectivement le genre de questions qui seraient extrêmement intéressantes et pertinentes à poser, à savoir, bien, est-ce que vous désirez vous concentrer sur des lieux géographiques quand vous faites vos études? Et oui, et pourquoi? Et après ça, bien, d'aller voir justement, bien, s'il y a un manque d'intérêt, est-ce que c'est par manque de sensibilisation ou est-ce que c'est par manque de financement? Des fois, malheureusement, la communauté des chercheurs est obligée de s'intéresser à certains thèmes parce que le financement va dans ce sens-là, parce qu'il y a malheureusement des thèmes qui sont plus à la mode que d'autres. Et ça fait en sorte que même si certains chercheurs aimeraient se consacrer à ces questions-là, ils ne le font pas parce qu'ils n'ont pas les sous pour le faire. Mais effectivement, moi, je serais vraiment curieuse de savoir, bien, qu'est-ce que les chercheurs en pensent, comment ils gèrent ça, quelle est leur option face au lieu géographique de leur étude. Oui? Oui, si je peux ajouter une information qui est en fait une assez bonne nouvelle. Vous savez que le CNFS, jusqu'à cette année, regroupait 11 établissements et avec le nouveau plan d'action sur les langues officielles, on est sur le point d'être 16 membres du CNFS et parmi les 5 nouveaux, il y a Educacentre en Colombie-Britannique, il y a la cité universitaire à Regina et le collège Mathieu. Donc, 3 finalement nouveaux partenaires au sein du CNFS et le rôle du CNFS, en partie le mien, ça va être aussi de développer, de promouvoir la recherche en santé sur les populations francophones au sein de ces nouveaux membres du CNFS. Donc, j'allais dire que mathématiquement, il y a une partie de financement de recherche qui va aller vers ces établissements et on espère dans quelques années voir donc plus de recherche dans l'Ouest. Voilà. Merci, Eric. J'ai Madame Nathalie Gagné qui avait demandé, qui avait levé la main. Donc, je vais basculer avec nous. Votre micro est ouvert. Il nous reste encore un petit 3 minutes. Madame Gagné, êtes-vous avec nous? Bon, malheureusement, on ne l'entend pas. Bon. Je vais aller à une question qui est formulée dans la boîte de conversation. Madame Gagné, je vous laisse ici. Et puis, bon, si jamais ça fonctionne au niveau du son, n'hésitez pas là, à adresser votre question. Donc, on a Madame Solange Van Kemenade qui nous demande « Merci pour la présentation de la revue de littérature. J'aimerais savoir si le CNFS poursuivra le travail de mettre à jour cette dernière revue en se servant des fiches FileMaker Pro ou autres. » Le micro d'Éric est... Oui, oui, oui. Oui, c'est notre absolue intention. Oui, de le faire, c'est prévu. Bon, un certain nombre de personnes ici présentes, qu'on est en attente d'un certain financement. C'est toujours un peu long, mais oui, c'est prévu. En tout cas, dans une phase de 5 ans, on prévoit en faire 2 nouvelles revues de littérature, donc aux 2-3 ans. Mais oui, c'est prioritaire pour nous. Et si je peux me permettre de répondre aussi à Anne, parce que Anne-Lise, qui va un petit peu dans ce sens, oui, ce serait très intéressant aussi d'avoir une compilation qualitative, plus qualitative de la recherche. Donc tout ça est en train de se discuter. On essaie d'avoir des fonds pour faire cela avec Santé Canada, qui est aussi, je vais le mentionner, qui a été très intéressé quand on leur a remis la revue de littérature et nous ont demandé expressément de continuer ce travail. Donc les félicitations vont aussi à Marie-Michel. Hein. C'est des outils dont eux-mêmes, les bailleurs de fonds, ont besoin pour orienter leur financement et développer leur programme.
Très rapidement, j'ai vu dans la fonction questions-réponses qu'on avait une question de Mme Michèle Dorion. Donc, je m'intéresse particulièrement à la télémédecine et à son effet sur l'accessibilité des services de santé auprès des communautés francophones acadiennes en situation minoritaire. Avez-vous des détails à ce sujet? Malheureusement, non. C'est vrai que ça pourrait être extrêmement intéressant. De ce que j'ai parcouru pour 2014-2016, il n'y a rien qui aurait sorti là-dessus, mais effectivement, je vois très, très bien le lien que vous faites et tout ce qui ça se relie finalement un peu à l'offre de service qui est vraiment une thématique prioritaire. Il semble pas que, pour la période 2014-2016, dans les recherches que j'ai faites, c'est pas ressorti, du moins dans cette optique-là d'offre de services pour les francophones en milieu minoritaire. Mais je verrais très, très bien comment ce thème-là pourrait être apparenté à ce sujet-là. Mais malheureusement, non, j'ai rien vu là-dessus là, pour cette période-là. Excellent, merci beaucoup. Écoutez, malheureusement, c'est riche comme échange, mais c'est tout le temps que nous avions. L'heure sur laquelle on s'est engagé pour le webinaire est maintenant terminée. Je vous ai partagé dans la boîte de conversation un hyperlien pour l'évaluation. On vous demande de prendre 2 petites minutes. C'est très, très simple comme évaluation, mais ça nous permet de donner de la rétroaction aux présentateurs et aux partenaires sur le contenu. Et aussi, pour vous inscrire à notre liste des webinaires, info@santéenfrançais.ca. Tous les webinaires sont disponibles en ligne une semaine après leur tenue. Les présentations aussi, donc sur le site de la Société en français, ainsi que sur le portail Savoir Santé. Éric, un petit mot de la fin? Oui, je vois qu'il y a encore quelques petites questions. Moi, je peux m'engager avec mes confrères à y répondre et éventuellement à les partager. C'est super qu'il y ait des questions. Ça me ferait plaisir d'y répondre, même si on n'a pas le temps ici. Excellent. Puis, on peut rester en ligne encore quelques minutes, mais je vais cesser l'enregistrement. D'accord. Merci à toutes et tous. Merci. Et Merci. bonne fin de journée. Merci. Bye.